Ferdinand VII, le roi dont l'anatomie a détruit l'Espagne. Vous êtes médecin de la cour royale au palais de Madrid. Nous sommes en 1834. Le roi vient de s'éteindre, mais votre travail est loin d'être terminé. On vous a convoqué dans les appartements privés de feu Ferdinand VII pour une tâche si étrange, si inédite, que vous doutez de votre propre raison. La reine régente, Marie-Christine, se tient devant vous, les yeux noyés de larmes, et vous adresse une requête qui glace votre sang. Vos mains tremblent tandis que vous vous approchez du lit où repose la dépouille de Ferdinand. Même dans la mort, l'homme qui a terrorisé l'Espagne pendant 2 décennies semble vous narguer depuis l'au-delà. Mais ce n'est pas son visage qui capte votre attention. C'est ce qui se trouve sous les draps de soie. Cette chose qui a défini son règne autant que sa cruauté, sa paranoïa ou ses trahisons. Cette monstruosité anatomique dont les historiens chuchoteront pendant des siècles sans jamais oser la consigner dans leurs récits officiels. Le membre de Ferdinand VII. Son appendice grotesquement surdimensionné, aux formes bizarres, qui fut simultanément la source de sa honte la plus profonde et de sa fierté la plus perverse. Alors que vous entamez le processus de préservation, votre esprit vagabonde vers les récits que vous avez entendus murmurer dans les couloirs du palais. Des histoires de coussins spéciaux, d'épouses hurlant de terreur, de tentatives désespérées pour produire un héritier malgré cette cruelle plaisanterie de la nature. Vous réalisez que vous ne préservez pas simplement de la chair et du sang. Vous préservez l'incarnation physique d'un règne lui-même difforme, démesuré et finalement destructeur pour tout ce qu'il touchait. Si ces récits oubliés vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres effacés de l'histoire. Revenons maintenant à notre récit, car l'histoire de Ferdinand VII commence bien avant sa mort, dans les méandres toxiques d'une lignée royale empoisonnée. Pour comprendre Ferdinand VII, il faut d'abord saisir qu'il naquit maudit. Non pas par quelque sorcellerie ou colère divine, mais par l'héritage vénéneux de siècles de mariages consanguins au sein de la royauté. Les Habsbourg et les Bourbons d'Espagne avaient passé des générations à unir cousin à cousine, oncle à nièce, créant un cauchemar génétique qui se manifestait partout, de l'instabilité mentale aux déformations physiques. Ferdinand émergea de cette lignée toxique comme une incarnation vivante de la décadence royale. Né au palais de l'Escorial le 14 octobre 1784, il était le fruit de l'union entre Charles IV et Marie-Louise de Parme, un couple dont le mariage était lui-même un arrangement entre cousins germains. La loterie génétique avait été truquée dès le départ, et Ferdinand allait en payer le prix de la manière la plus intime et humiliante qui soit. Tandis qu'il grandissait, passant de l'enfance à l'adolescence, il devint évident que la nature lui avait joué un tour particulièrement cruel. Son ombre commença à se développer de façon qui défiait l'entendement médical. À l'adolescence, les médecins de la cour chuchotaient déjà au sujet de cette anomalie royale. Un sexe si massif et d'une forme si étrange qu'il semblait presque extraterrestre dans ses proportions. Les dossiers médicaux de l'époque, dissimulés pendant des siècles dans les archives du Vatican, décrivent l'anatomie de Ferdinand en termes cliniques qui n'en transmettent pas moins l'horreur de sa condition. Un médecin écrivit « Son Altesse royale est affligée d'un membre aux dimensions extraordinaires et à la forme particulière, rendant les relations intimes potentiellement problématiques. » Un autre fut plus direct. L'organe du prince ne ressemble à rien de connu. Mince comme de la cire à cacheter à sa base, épais comme le poing d'un homme à son extrémité et suffisamment long pour servir de canne. L'impact psychologique sur le jeune Ferdinand fut dévastateur. À une époque où l'anatomie masculine était jugée selon les standards grecs classiques, où la modération était considérée comme plus raffinée, plus aristocratique, le membre massif de Ferdinand le marquait comme un monstre de la nature. Cette chose que les hommes modernes pourraient envier devint pour le futur roi d'Espagne une source de honte profonde. L'enfance de Ferdinand fut un cours magistral en dysfonctionnement qui aurait brisé un homme plus fort, mais qui forgea un tyran. Son père, Charles IV, était faible et préférait la chasse au gouvernement. Sa mère, Marie-Louise, était une femme aux appétits voraces qui affichait ouvertement sa liaison avec Manuel Godoy, le dirigeant de facto de l'Espagne. Le jeune Ferdinand observait cette humiliation quotidienne, absorbant des leçons sur le pouvoir, la trahison et la faiblesse de la confiance. Mais c'était son anomalie physique qui façonna véritablement son caractère. La cour bruissait de murmures concernant l'état du prince. Les domestiques gloussaient en cachant leurs sourires. Les courtisans faisaient des plaisanteries subtiles. Les diplomates étrangers rapportaient à leur maître l'embarras espagnol. Ferdinand apprit très tôt qu'il était un objet de moquerie, que son intimité la plus profonde était source d'amusement pour autrui. Cette humiliation engendra un ressentiment profond et purulent qui se manifesterait plus tard dans son traitement de l'Espagne elle-même. Ferdinand se mit à voir la moquerie partout. Dans les révérences respectueuses de ses sujets, dans les salutations formelles de ses tuteurs, dans les sourires arrangés des prétendantes potentielles. Sa paranoïa n'était pas entièrement injustifiée. Les gens riaient vraiment de lui, simplement pas toujours pour les raisons qu'il imaginait. Les précepteurs du prince remarquèrent des changements inquiétants dans son comportement alors qu'il entrait dans l'adolescence. Il devint secret, vindicatif et cruel envers ceux qui le servaient. Les domestiques qui lui déplaisaient se retrouvaient congédiés, ou pire. Ferdinand apprenait à utiliser le pouvoir de sa position pour compenser l'impuissance qu'il ressentait face à son corps. Un incident particulier, consigné dans les mémoires d'un chapelain de la cour, révèle les ténèbres qui grandissaient dans l'âme de Ferdinand.
Lorsqu'un jeune page entra accidentellement dans les appartements du prince alors qu'il se changeait, Ferdinand ne se contenta pas de le renvoyer. Il fit fouetter le garçon et exiler sa famille de Madrid. Le message était clair, nul ne pouvait être témoin de la honte du prince et rester impuni. Quand Ferdinand atteignit l'âge du mariage, l'ampleur totale de son défi anatomique devint évidente pour les médecins royaux. Le docteur Francisco Flor, médecin personnel du roi, laissa derrière lui des notes secrètes qui offrent une fenêtre troublante sur la réalité médicale de l'état de Ferdinand. Le membre de Sa Majesté, écrivit Flor, présente une configuration des plus inhabituelles. La base ne mesure pas plus que la largeur du pouce d'un homme. Pourtant, il s'élargit jusqu'à atteindre une circonférence qui défie les proportions naturelles. La longueur excède celle de tout spécimen humain répertorié, mesurant près de 25 cm à l'état naturel et croissant considérablement lorsqu'il est excité. Le plus préoccupant est la courbure particulière et la présence de ce qui semble être des excroissances tissulaires supplémentaires qui ne servent aucune fonction biologique discernable. Les implications pour l'avenir de Ferdinand en tant qu'époux et père étaient immédiatement évidentes. Des relations intimes normales seraient impossibles sans intervention médicale significative et équipement spécialisé. Les artisans royaux furent secrètement mandatés pour créer ce qu'ils appelaient par euphémisme des aides conjugales. Des coussins spécialement conçus et des supports qui permettraient à Ferdinand de fonctionner sexuellement sans causer de blessures graves à ses futurs époux. Mais les défis physiques n'étaient qu'une partie du problème. L'état de Ferdinand avait des ramifications psychologiques qui allaient bien au-delà de la chambre à coucher. Il devint obsédé par les potions et élixirs promettant de normaliser son anatomie ou d'améliorer sa fertilité. Des alchimistes de la cour et des médecins étrangers furent secrètement amenés à Madrid, chacun promettant des remèdes miracles qui échouaient inévitablement. Le prince dépensa des fortunes en ces remèdes de charlatans. Il consomma des mélanges de cornes de rhinocéros broyés, de perles pulvérisées et d'herbes rares censées réguler son essence royale. Certaines potions étaient supposées réduire son membre à des proportions normales. D'autres prétendaient améliorer sa virilité malgré sa forme inhabituelle. Tout était inutile. Mais le désespoir de Ferdinand faisait de lui une cible facile pour les escrocs et arnaqueurs. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine germaine, la princesse Marie-Antoinette de Naples et Sicile. L'union fut arrangée alors que tous deux étaient encore adolescents, et Marie-Antoinette arriva à Madrid avec des notions romantiques concernant son futur époux. Elle avait entendu dire qu'il était surnommé le désiré par certains de ses partisans, et s'imaginait épouser un prince de conte de fées. La cérémonie de mariage fut magnifique, digne de l'union de deux maisons royales. La cathédrale résonnait de musique, les rues de Madrid vibraient de célébrations, et le jeune couple semblait en tout point le parfait partenariat royal. Marie-Antoinette était belle, intelligente et sincèrement enthousiaste à propos de sa nouvelle vie. Ferdinand, pour sa part, semblait presque normal en public. Charmant, attentionné et convenablement romantique. Mais les mariages royaux se terminent et les nuits de noces commencent. Le premier signe de problème survint lorsque le valet de Ferdinand s'approcha des dames de compagnie de Marie-Antoinette avec une requête inhabituelle. Des préparations spéciales étaient nécessaires pour la chambre nuptiale. Un équipement que les dames ne comprenaient pas, mais qu'on leur assurait être habituel pour les couples royaux. Des coussins sur mesure furent apportés, ainsi que des flacons d'huile et d'onguents, et divers instruments qui semblaient plus médicaux que romantiques. Marie-Antoinette, protégée et innocente comme la plupart des mariées royales de son époque, ne comprenait rien de tout cela. Son éducation avait été strictement religieuse, axée sur les langues, la musique et l'étiquette de cour. Les faits élémentaires de la vie conjugale lui avaient été expliqués dans les termes les plus vagues possibles par des femmes âgées nerveuses qui elles-mêmes en savaient peu sur les défis spécifiques qu'elle allait affronter. Lorsque Ferdinand entra dans la chambre nuptiale, le premier aperçut que Marie-Antoinette de la forme nue de son mari la plongea dans l'hystérie. Une dame de compagnie, écrivant des années plus tard, décrivit la scène. Sa Majesté se mit à hurler comme si elle avait vu le diable lui-même. Elle recula contre le mur, pointant du doigt et criant « Monstre ! Monstre !» jusqu'à ce que nous craignions qu'elle eût entièrement perdu la raison. Le membre de Ferdinand, décrit par les témoins comme ressemblant à une massue avec un manche fin, était différent de tout ce que la princesse protégée avait pu imaginer. La taille pure et simple la terrifia, mais c'était la forme bizarre, la manière dont il se courbait et se tordait, les excroissances étranges le long de sa longueur, l'apparence presque extraterrestre de l'ensemble qui brisa véritablement sa contenance. Ce qui suivit fut moins une nuit de noces romantiques qu'une procédure médicale. Les médecins spécialement formés de Ferdinand durent être appelés pour expliquer à la princesse horrifiée ce qui serait exigé d'elle. Les coussins personnalisés furent disposés, les huiles appliquées, et un processus commença qui ressemblait plus à une chirurgie qu'à l'acte d'amour. Les récits contemporains, dissimulés dans des lettres privées entre médecins de la cour, décrivent une scène d'un dysfonctionnement presque surréaliste. Ferdinand nécessitait l'oreiller spécialement conçu pour soutenir son membre massif, empêchant qu'il ne se blesse lui-même pendant les relations intimes. Même avec ces aides, le processus fut si traumatisant pour Marie-Antoinette qu'elle nécessita du laudanum pour l'endurer. L'impact psychologique sur les deux partenaires fut dévastateur. Ferdinand, déjà paranoïaque et peu sûr de lui concernant sa condition, devint encore plus tordu face à la répulsion évidente de sa femme. Marie-Antoinette,
quant à elle, développa ce que les psychologues modernes reconnaîtraient comme un traumatisme sexuel sévère. Elle commença à prendre des doses de plus en plus importantes de laudanum, devenant finalement dépendante à la substance comme moyen d'échapper à l'horreur de ses devoirs conjugaux. Leur tentative de produire un héritier devinrent un cauchemar ritualisé qui se répétait avec une régularité tragique. Ferdinand convoquait ses médecins, qui préparaient la chambre avec son équipement spécialisé. Marie-Antoinette était dosée avec suffisamment de laudanum pour la rendre docile mais non catatonique. La procédure était effectuée avec une efficacité clinique, après quoi les deux parties se retiraient dans des ailes séparées du palais pour se remettre de leur épreuve. Alors que les mois se transformaient en années sans grossesse réussie, le désespoir de Ferdinand atteignit de nouveaux sommets. Il devint convaincu que le dégoût évident de sa femme empêchait d'une manière ou d'une autre la conception. Il commença à expérimenter avec des méthodes de plus en plus bizarres pour surmonter ce qu'il percevait comme sa faiblesse féminine. Les archives de la cour révèlent que Ferdinand ordonna la création de dispositifs de contention spéciaux qui maintiendraient Marie-Antoinette en position durant leurs rencontres intimes, l'empêchant de se retirer ou d'exprimer sa répulsion. Ces contraptions de cuir et de soie furent fabriquées par les mêmes artisans qui créaient les selles et l'équipement de chasse du roi, ajoutant une dimension particulièrement troublante aux ateliers royaux. Le roi devint également obsédé par le timing de leurs rencontres selon les cartes astrologiques et les cycles lunaires. Il consulta des astronomes, des astrologues et même des praticiens d'art plus sombres qui promettaient d'aligner les étoiles en faveur d'une conception royale. Le palais devint un refuge pour charlatans vendant des potions de fertilité, des amulettes magiques et des cérémonies rituelles promettant de surmonter la malédiction de l'anatomie déformée de Ferdinand. Un épisode particulièrement désespéré impliqua la consultation par Ferdinand d'un mystique errant qui prétendait venir d'Orient. Ce soi-disant sage convainquit le roi que la forme inhabituelle de son membre était en fait un signe de faveur divine, qu'il était béni avec la verge du dragon et n'avait besoin que des rituels appropriés pour déverrouiller son potentiel de fertilité. Pendant 3 mois, Ferdinand soumit sa femme et lui-même à des cérémonies bizarres impliquant de l'encens, des chants et des positions supposément basées sur des textes chinois anciens. 2 fois, miraculeusement, Marie-Antoinette tomba enceinte. La cour se réjouit, la confiance de Ferdinand s'envola et l'Espagne retint son souffle, attendant la naissance d'un héritier au trône. Mais les 2 grossesses se terminèrent par des fausses couches dévastatrices qui laissèrent le couple royal plus traumatisé que jamais. La première fausse couche en 1804 survint au 4e mois de grossesse. Les médecins de la cour l'attribuèrent au stress inhabituel placé sur la constitution délicate de Sa Majesté. Ce qu'il voulait dire, mais ne pouvait jamais dire ouvertement, c'est que l'anomalie anatomique de Ferdinand avait rendu l'acte sexuel si traumatisant que le corps de Marie-Antoinette ne pouvait soutenir une grossesse à terme. La seconde fausse couche en 1805 fut encore plus dévastatrice. Cette fois, Marie-Antoinette porta l'enfant presque à terme avant de le perdre dans un travail si difficile et sanglant qu'il faillit la tuer. La reine ne se remit jamais complètement de cette épreuve, et sa dépendance au laudanum devint si sévère qu'elle fut essentiellement un fantôme ambulant pendant les 2 années restantes de sa vie. La réaction de Ferdinand à ces pertes révéla les véritables profondeurs de son égoïsme et de sa cruauté. Plutôt que de montrer de la compassion pour la souffrance de sa femme, il devint convaincu qu'elle sabotait délibérément leur chance de produire un héritier. Il l'accusa de prendre des substances pour empêcher la grossesse, de bouger délibérément de manière qui causerait des fausses couches, et d'abriter des sympathies libérales secrètes qui la rendaient réticente à fournir à l'Espagne un héritier catholique approprié. Ces accusations, chuchotées dans les couloirs du palais, détruisirent ce qui restait de la santé mentale de Marie-Antoinette. Elle commença à croire qu'elle était effectivement maudite, que son corps rejetait la semence de Ferdinand à cause de quelques péchés cachés ou des plaisirs divins. Ces derniers mois furent passés dans une prière presque constante, implorant le pardon pour des péchés qu'elle ne pouvait nommer et des crimes qu'elle n'avait jamais commis. Lorsque Marie-Antoinette mourut en mai 1807, à l'âge de seulement 21 ans, la cause officielle fut listée comme fièvre et complications dues à sa constitution délicate. La vérité était bien plus sombre. Elle était essentiellement morte de désespoir, son corps et son esprit détruits par des années de traumatisme sexuel, de dépendance aux drogues et d'abus psychologiques. Mais même dans la mort, Marie-Antoinette ne put échapper au monde tordu de la paranoïa de Ferdinand. Des rumeurs commencèrent immédiatement à circuler selon lesquelles elle avait été empoisonnée, non par des ennemis politiques, mais par Ferdinand lui-même, qui s'était lassé de ses échecs en tant qu'épouse et voulait recommencer avec une nouvelle mariée qui pourrait avoir plus de succès à produire un héritier. Ces rumeurs furent alimentées par la mort suspecte de l'apothicaire du palais, retrouvé mort dans ses appartements quelques jours seulement après le décès de Marie-Antoinette. Il avait laissé derrière lui une lettre cryptique qui fut immédiatement saisie par les agents de Ferdinand et jamais revue. Certains chuchotaient que la lettre contenait des aveux concernant des poisons administrés à la reine. D'autres croyaient qu'elle révélait la véritable nature de l'état médical de Ferdinand et les exigences impossibles placées sur sa femme. Le comportement de Ferdinand suivant la mort de Marie-Antoinette fut révélateur. Alors qu'il fit les démonstrations publiques appropriées de chagrin, en privé, il sembla presque soulagé. En quelques semaines, il faisait déjà des enquêtes concernant de potentielles secondes épouses, se concentrant particulièrement sur des femmes qui avaient déjà prouvé leur fertilité en portant des enfants lors de mariages précédents.
Les médecins du roi, pendant ce temps, travaillaient frénétiquement à développer de nouveaux traitements pour sa condition. Si Ferdinand devait se remarier avec succès, il devait trouver des moyens de rendre les relations intimes moins traumatisantes pour ses futures épouses. Cela conduisit à certaines des expériences médicales les plus bizarres de l'histoire royale, alors que les docteurs tentaient de créer des aides conjugales toujours plus sophistiquées et de développer de nouvelles techniques chirurgicales qui pourraient remodeler l'anatomie de Ferdinand. Alors que Ferdinand approchait de son second mariage, son caractère montrait déjà les traits tordus qui feraient plus tard de lui l'un des monarques les plus méprisés de l'histoire. Le traumatisme sexuel de son premier mariage, combiné à ses insécurités profondément enracinées concernant sa condition physique, avait créé un homme incapable de connexion humaine ou d'empathie véritable. Ferdinand avait appris à voir les autres non comme des individus avec leurs propres sentiments et besoins, mais comme des outils à utiliser pour son plaisir ou des obstacles à éliminer. Sa première femme avait été un outil qui avait échoué à fonctionner correctement et avait dû être écarté. Ses sujets étaient des outils pour maintenir son pouvoir et nourrir son ego. Quiconque s'opposait à lui était un obstacle qui devait être détruit. Les interactions du prince avec le personnel du palais révélèrent son sadisme croissant. Il commença à tester les limites de son pouvoir en émettant des ordres de plus en plus arbitraires et cruels. Les domestiques qui apercevaient accidentellement sa forme n'étaient pas simplement congédiés, mais disparaissaient souvent entièrement. Les gardes qui échouaient à maintenir un secret absolu concernant les chambres royales se retrouvaient assignés aux postes frontaliers les plus dangereux de l'Empire espagnol en décomposition. Ferdinand développa également une obsession avec l'idée que les gens se moquaient constamment de lui dans son dos. Ce n'était pas entièrement paranoïaque. Les gens parlaient vraiment de sa condition, mais la réponse de Ferdinand était disproportionnée et de plus en plus violente. Il commença à tenir des listes de moqueurs présumés et à planifier des scénarios de vengeance élaborés qu'il mettrait en œuvre une fois qu'il aurait le pouvoir de le faire. En 1807, Ferdinand était devenu le centre d'une conspiration complexe impliquant certains des nobles et officiers militaires les plus puissants d'Espagne. Ces hommes voyaient le prince comme leur véhicule pour renverser le gouvernement faible de Charles IV et son ministre détesté, Manuel Godoy. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils s'alliaient avec un homme dont le dysfonctionnement sexuel avait créé un trouble de la personnalité qui s'avérerait finalement plus dangereux que l'incompétence qu'ils cherchaient à remplacer. Les conspirateurs s'appelaient eux-mêmes les Fernandinos et travaillaient sans relâche pour construire la réputation de Ferdinand comme le désiré. Ils diffusaient de la propagande sur son intelligence, son patriotisme et son potentiel en tant que roi réformiste qui restaurerait l'Espagne à sa grandeur passée. Ce qu'ils dissimulaient soigneusement était leur prise de conscience croissante de l'instabilité psychologique de Ferdinand et de son comportement de plus en plus troublant envers quiconque le contrariait. La conspiration atteignit son point culminant en octobre 1807 avec la soi-disant conspiration de l'Escorial, dans laquelle Ferdinand fut pris en train de planifier le renversement de son propre père avec l'aide de Napoléon Bonaparte. Lorsque le complot fut découvert, la réponse de Ferdinand révéla à la fois sa lâcheté et son manque total de loyauté envers quiconque, y compris ses co-conspirateurs. Plutôt que de soutenir les hommes qui avaient tout risqué pour sa cause, Ferdinand les jeta immédiatement tous sous les roues métaphoriques du carrosse. Il fournit des aveux détaillés sur chaque aspect de la conspiration, nomma chaque participant et supplia ses parents de lui pardonner. Alors que ses alliés faisaient face à l'emprisonnement et à l'exil, Ferdinand était pardonné. Cette trahison établit un schéma qui définirait l'ensemble du règne de Ferdinand. Il utiliserait les gens pour ses propres fins, puis les détruirait au moment où cela deviendrait pratique. Même alors que les machinations politiques de Ferdinand se déroulaient, sa condition médicale continuait à empirer. Les médecins de la cour notèrent que son nombre continuait à croître et à changer de forme, développant de nouvelles anomalies qui rendaient les relations intimes encore plus difficiles. Certains historiens médicaux suggèrent que Ferdinand souffrait peut-être d'une maladie à rappeler mégalophallus, un trouble hormonal qui cause une croissance continue de l'anatomie masculine tout au long de l'âge adulte. Quelle que fût l'explication médicale, les implications pratiques étaient claires. Ferdinand aurait besoin d'aides de plus en plus sophistiquées et d'épouses de plus en plus dociles s'il voulait jamais produire un héritier. Cette prise de conscience conduisit à l'un des aspects les plus troublants de ses mariages ultérieurs, la sélection délibérée de femmes qui pouvaient être psychologiquement manipulées ou physiquement contraintes d'accepter ses exigences. Les artisans du palais, pendant ce temps, étaient devenus spécialistes dans la création d'équipements conjugals toujours plus élaborés. Leurs ateliers, dissimulés dans les profondeurs de la résidence royale, ressemblaient à une combinaison bizarre de laboratoire médical et de chambre de torture. Ils développèrent des coussins ajustables, des dispositifs de contention et divers instruments conçus pour rendre les rencontres sexuelles de Ferdinand possibles tout en minimisant les dommages physiques à ses partenaires. Ces artisans étaient tenus au secret absolu et Ferdinand s'assurait que leur silence était maintenu par une combinaison de paiements généreux et de menaces terrifiantes. Plusieurs artisans qui travaillèrent sur ces projets furent plus tard retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses, conduisant à des rumeurs selon lesquelles Ferdinand les avait fait tuer pour empêcher toute possibilité qu'ils révèlent la véritable nature de leur travail. Lorsque Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et força Ferdinand à abdiquer, le futur roi se retrouva dans une position uniquement humiliante.
Non seulement avait-il perdu son trône, mais il était maintenant un prisonnier dont le ravisseur était indubitablement au courant de sa honteuse condition médicale. Le renseignement français avait des dossiers étendus sur la famille royale espagnole et l'anomalie anatomique de Ferdinand était certainement parmi les informations qu'ils avaient rassemblées. Les 6 années de captivité de Ferdinand au château de Valençay furent marquées par une expérimentation médicale continue alors que les médecins français étudiaient sa condition avec curiosité scientifique. Ces docteurs, libérés des contraintes du protocole royal qui avait limité leurs collègues espagnols, conduisirent des examens et traitements qui frôlaient la torture dans leur minutie. Les rapports médicaux français découverts dans les archives napoléoniennes des siècles plus tard fournissent la description clinique la plus détaillée de l'état de Ferdinand jamais enregistrée. Ils décrivent un organe sexuel si grand et difforme qu'il semblait appartenir à une créature de mythologie plutôt qu'à un roi humain. Les médecins français théorisèrent que l'état de Ferdinand était le résultat de multiples troubles génétiques se combinant chez un seul individu, créant ce qu'ils appelèrent une « tempête parfaite de dysfonctionnement anatomique ». Durant sa captivité, Ferdinand reçut également des nouvelles de divers nobles et chefs militaires espagnols qui se battaient pour sa restauration. L'ironie était profonde. Des hommes courageux mouraient dans des tranchées boueuses et des cols montagneux pour restaurer un roi dont la préoccupation principale était de trouver de nouvelles façons de gérer son dysfonctionnement sexuel et produire un héritier pour continuer sa lignée maudite. Ferdinand passa ses années d'exil à écrire des lettres étendues à diverses royautés européennes, cherchant de potentiels mariés qui pourraient être disposés à accepter ces circonstances spéciales. Ces lettres, écrites de sa propre main, révèlent un homme complètement déconnecté de la souffrance de son peuple et obsédé entièrement par ses propres problèmes intimes. Alors que l'Espagne brûlait, Ferdinand planifiait sa prochaine nuit de noces. Lorsque Ferdinand retourna en Espagne en 1814, les foules qui l'accueillirent furent différentes de tout ce que l'Europe avait jamais vu. Elles jetèrent des fleurs, pleurèrent de joie, et tombèrent à genoux alors que son carrosse passait. Les enfants nés pendant la guerre virent leur premier aperçu du roi pour lequel leurs parents étaient morts. Les pierres de Madrid elles-mêmes semblaient chanter de célébration. Ferdinand souriait et saluait depuis son carrosse, mais son esprit était déjà concentré sur des préoccupations plus intimes. Sa première priorité n'était pas de gouverner l'Espagne ou de récompenser ceux qui s'étaient battus pour sa restauration. C'était de trouver une nouvelle épouse qui pourrait enfin lui donner l'héritier qui lui avait échappé si longtemps. Le retour du roi marqua également le début de ce que les historiens appellent la décennie omineuse. Mais la véritable nature sinistre ne résidait pas seulement dans la tyrannie politique de Ferdinand, mais dans ses tentatives de plus en plus désespérées et bizarres d'accomplir son devoir royal de produire une descendance. Son dysfonctionnement sexuel était devenu inséparable de son dysfonctionnement politique, créant un dirigeant dont les inadéquations personnelles se manifestaient comme une catastrophe nationale. Le premier acte de Ferdinand en tant que roi restauré fut de commander un ensemble entièrement nouveau d'aide conjugale auprès des meilleurs artisans d'Europe. Il envoya des agents en Allemagne, en Italie et même dans l'Empire ottoman, cherchant des artisans spécialisés dans la création de dispositifs pour des circonstances royales délicates. La collection résultante, dissimulée dans des chambres secrètes du palais, représentait le summum de l'ingéniosité perverse que le début du XIXe siècle pouvait produire. La seconde épouse que choisit Ferdinand fut Marie-Isabelle de Portugal, une autre cousine dans le cycle sans fin de mariages consanguins qui avait maudit sa lignée. Elle avait 19 ans lorsqu'elle arriva à la cour espagnole en 1816, pleine de l'espoir naïf que les jeunes princesses portaient dans ces mariages arrangés. Les médecins de la cour avaient déjà briefé ces dames de compagnie concernant les préparations spéciales qui seraient requises pour la nuit de noces, mais rien n'aurait pu préparer Isabelle à la réalité de ce qui l'attendait. La cérémonie de mariage elle-même fut un spectacle d'excès baroque, conçu pour masquer le désespoir croissant d'un roi dont le règne devenait synonyme d'échec. Ferdinand se tenait à l'autel vêtu de drap d'or, son visage un masque d'anxiété à peine contenu. Il avait passé la semaine précédente à consulter des médecins, des alchimistes, et même une figure mystérieuse rumeur être un spécialiste ottoman des difficultés royales qui était arrivé à Madrid sous le couvert des ténèbres. La nuit de noces fut un désastre qui entrait les deux participants pour le reste de leur courte vie ensemble. Malgré toutes les préparations, tous les dispositifs, toutes les consultations avec des experts à travers l'Europe, la monstruosité anatomique de Ferdinand s'avéra aussi insurmontable que jamais. Les cris qui résonnèrent dans les couloirs du palais cette nuit-là n'étaient pas des cris de passion, mais de terreur et de douleur véritable. Les domestiques trouvèrent des draps tachés de sang et des meubles brisés, preuve d'un accouplement qui ressemblait plus à une séance de torture médiévale qu'à l'union romantique de la royauté. Isabelle ne se remit jamais de cette première nuit. Les observateurs de la cour notèrent qu'elle développa un bégaiement prononcé et tressaillait chaque fois que Ferdinand entrait dans une pièce. Elle commença à éprouver ce que les médecins du palais appelaient des épisodes hystériques, mais que la compréhension moderne reconnaîtrait comme des réponses traumatiques sévères. Ces dames de compagnie rapportèrent qu'elle se réveillait souvent en hurlant de cauchemars, criant des avertissements concernant le monstre qui hantait ses rêves. Ferdinand, quant à lui, interpréta la terreur de sa femme comme une insulte personnelle à sa dignité royale. Sa paranoïa, déjà légendaire, atteignit de nouveaux sommets alors qu'il se convainquit qu'Isabelle conspirait avec des puissances étrangères pour se moquer de sa condition.
Il commença à faire intercepter sa correspondance, goûter sa nourriture pour détecter les poisons et fouiller ses chambres à la recherche de preuves de trahison. Le dysfonctionnement sexuel du roi avait métastasé en une psychose politique qui infectait chaque aspect de son règne. La pression pour produire un héritier devint une obsession qui consuma à la fois le couple royal et la cour espagnole. Ferdinand commanda une série de consultations médicales de plus en plus bizarres, réunissant médecins, anatomistes et même des artistes de cirque qui prétendaient avoir une expertise dans les défis anatomiques inhabituels. La chambre royale devint un laboratoire d'expérimentation sexuelle qui repoussait les limites de l'endurance et de la dignité humaine. Un récit particulièrement troublant trouvé dans le journal privé d'un médecin de la cour qui servit durant cette période décrit la décision de Ferdinand d'inviter des experts étrangers à observer ses tentatives de procréation. Le roi, désespéré de solutions, permit à des anatomistes allemands et des médecins français d'assister à ses échecs intimes, transformant son lit conjugal en un théâtre médical grotesque. Ces observateurs prirent des notes détaillées et firent des croquis qui furent plus tard diffusés parmi les écoles médicales européennes, faisant du dysfonctionnement sexuel de Ferdinand un sujet d'étude académique à travers le continent. Isabelle, soumise à cette parade de consultations médicales voyeuristes, commença à montrer des signes d'effondrement psychologique complet. Elle cessa de manger régulièrement, perdit des quantités dangereuses de poids et développa un regard vide que les domestiques trouvaient plus effrayant que ses éclats antérieurs. La jeune reine était devenue un fantôme vivant, hantant les couloirs d'un palais qui était devenu sa prison. Les conséquences politiques des échecs personnels de Ferdinand devenaient impossibles à ignorer. Les colonies américaines de l'Espagne, déjà en révolte, pointaient vers l'incapacité de leur roi à produire des héritiers légitimes comme preuve du déplaisir divin envers la règle des Bourbons. La propagande révolutionnaire dépeignait Ferdinand comme un tyran sexuellement impuissant dont les inadéquations physiques reflétaient son incompétence politique. La honte la plus intime du roi était devenue un cri de ralliement pour les mouvements d'indépendance du Mexique à l'Argentine. La réponse de Ferdinand à ces défis fut caractéristiquement paranoïaque et brutale. Il lança une nouvelle vague de purges ciblant quiconque était soupçonné de répandre des rumeurs concernant sa condition ou de soutenir l'indépendance coloniale. L'Inquisition, qu'il avait restaurée à son retour au pouvoir, commença à enquêter sur des cas de calomnie sexuelle contre la couronne, créant un climat de terreur où même des conversations privées entre époux pouvaient résulter en emprisonnement ou mort. L'obsession du roi pour le secret atteignit des proportions absurdes. Il ordonna la construction de passages cachés à travers le palais afin qu'il puisse se déplacer entre ses chambres et celles d'Isabelle sans être observé par les domestiques. Il fit installer des miroirs à des angles stratégiques pour détecter les espions potentiels et employa un réseau d'informateurs dont le seul travail était de surveiller les commérages du palais concernant le mariage royal. Pendant ce temps, la santé d'Isabelle continua à se détériorer sous l'assaut combiné de la violence sexuelle de son mari et de sa terreur psychologique. Les médecins du palais notèrent qu'elle avait développé ce qu'ils appelaient des grossesses fantômes, des périodes où elle exhibait des signes de porter un enfant malgré l'impossibilité de la conception. Ces épisodes semblaient fournir à Ferdinand de brefs moments d'espoir, suivis de déceptions écrasantes lorsque la vérité devenait apparente. Les grossesses fantômes de la reine devinrent une source d'ironie amère dans une cour déjà noyée dans le dysfonctionnement. Les domestiques chuchotaient sur la manière dont le roi arpentait l'extérieur des chambres d'Isabelle durant ces épisodes, priant et maudissant alternativement, comme si une intervention divine pouvait d'une manière ou d'une autre surmonter l'impossibilité mécanique de sa situation. Lorsque chaque grossesse fantôme se terminait inévitablement, Ferdinand sombrait dans des dépressions noires qui paralysaient le gouvernement pendant des semaines. En 1818, après 2 ans de ce mariage cauchemardesque, Isabelle s'échappa finalement par le seul moyen disponible aux femmes royales de son époque, la mort. Elle succomba à ce que les médecins de la cour qualifièrent diplomatiquement d'épuisement nerveux, bien que des lettres privées du personnel du palais suggèrent qu'elle ait peut-être précipité sa propre fin par des formes subtiles d'automutilation. Ces derniers mots, selon son confesseur, furent une prière de gratitude pour sa libération approchante. La réaction de Ferdinand à la mort d'Isabelle révéla l'étendue totale de sa détérioration psychologique. Plutôt que de pleurer sa femme, il devint convaincu qu'elle avait été assassinée par des ennemis cherchant à l'empêcher de produire un héritier. Il ordonna des autopsies effectuées par plusieurs médecins, chercha des preuves d'empoisonnement et fit arrêter plusieurs des dames de compagnie d'Isabelle sous suspicion de conspiration. Le chagrin du roi était indiscernable de sa paranoïa, créant une boucle de rétroaction de rage et de suspicion qui consumait tous ceux qui l'entouraient. Les funérailles de la reine Isabelle devinrent un spectacle macabre qui horrifia même les partisans de Ferdinand. Le roi insista pour voir le corps plusieurs fois durant le processus de préparation, touchant le cadavre et murmurant au sujet du potentiel gâché de son ventre. Il commanda un masque mortuaire et le fit exposer dans ses appartements privés, où les visiteurs rapportèrent le voir conduire des conversations avec le visage sans vie de sa femme décédée. Mais la quête de Ferdinand pour un héritier ne pouvait être retardée par le chagrin ou la folie. Quelques mois seulement après l'enterrement d'Isabelle, ses conseillers négociaient déjà pour une 3e épouse. Le défi maintenant était de trouver une princesse européenne disposée à épouser un roi dont les épouses précédentes avaient connu de tels destins sinistres et dont les particularités personnelles devenaient légendaires à travers le continent.
les négociations s'avérèrent plus difficiles que prévu. Plusieurs mariés potentiels retirèrent leur candidature après des consultations privées avec des médecins qui avaient servi à la cour espagnole. D'autres exigèrent des concessions sans précédent, incluant le droit à des chambres séparées et la présence de leur propre garde personnelle. Le dysfonctionnement sexuel de Ferdinand était devenu un handicap diplomatique qui menaçait d'isoler l'Espagne des alliés potentiels. Finalement, les agents du roi trouvèrent Marie-Joseph Amélie de Saxe, une princesse saxonne dont la situation financière désespérée de la famille les rendait disposés à ignorer la réputation notoire de Ferdinand. Marie-Joseph avait 24 ans lorsqu'elle arriva à Madrid en 1819, plus âgée et plus mondaine qu'Isabelle ne l'avait été, mais elle portait le même espoir condamné qui avait caractérisé l'arrivée de sa prédécesseur. Le troisième mariage fut une affaire plus sobre, reflétant à la fois l'âge avançant de Ferdinand et l'épuisement de la cour face aux désastres matrimoniaux royaux. Il y eut moins de dignitaires étrangers, des célébrations moins élaborées et un sentiment palpable que tout le monde accomplissait simplement les gestes d'un rituel qui avait déjà échoué 2 fois auparavant. Marie-Joseph avait été mieux préparée à son épreuve qu'Isabelle, ayant reçu des briefings détaillés de médecins saxons qui avaient consulté avec leurs homologues espagnols. Elle apporta sa propre collection de dispositifs médicaux et de préparation, accompagnée d'un médecin personnel spécialisé dans les situations conjugales difficiles. Son approche du mariage était plus clinique que romantique, traitant ses devoirs royaux comme un défi médical à résoudre par méthodologie scientifique. Cette approche pratique la servit mieux que la naïveté romantique d'Isabelle, mais elle ne pouvait surmonter l'impossibilité fondamentale de la condition de Ferdinand. Le troisième mariage s'installa dans un schéma de tentative d'intimité planifiée, des rencontres soigneusement organisées et médicalement supervisées qui ressemblaient plus à des procédures chirurgicales qu'à des expressions d'affection conjugale. Marie-Joseph tenait des registres détaillés de ses sessions, notant les horaires, les techniques et les résultats avec la précision d'un scientifique chercheur. Le détachement clinique de la reine sembla frustrer Ferdinand encore plus que la terreur d'Isabelle ne l'avait fait. Il commença à suspecter que Marie-Joseph le considérait comme une curiosité médicale plutôt que comme un mari, et sa paranoïa s'étendit pour inclure des craintes qu'elle documentait secrètement sa condition pour les services de renseignement étrangers. Les espions du roi rapportèrent que la reine entretenait une correspondance extensive avec les médecins de la cour saxonne, partageant ce que Ferdinand croyait être des secrets d'État concernant son anatomie. Pendant ce temps, l'Espagne continuait son effondrement sous le poids de la mauvaise gestion de Ferdinand. Les colonies américaines avaient obtenu leur indépendance une par une, emportant avec elles la richesse qui avait soutenu l'Empire espagnol pendant 3 siècles. L'obsession du roi pour son dysfonctionnement sexuel l'avait rendu incapable d'adresser les crises politiques et économiques qui déchiraient son royaume. Les réunions du cabinet étaient reportées lorsque Ferdinand traversait une période difficile avec sa femme et des décisions importantes étaient retardées pendant des semaines pendant que le roi consultait des médecins au sujet de nouvelles techniques pour atteindre la conception. Le peuple espagnol, initialement reconnaissant du retour de Ferdinand, avait commencé à comprendre le véritable coût de leur monarque restauré. La révolution mijotait dans les villes tandis que des bandits contrôlaient la campagne. Les sujets du roi mouraient de faim pendant qu'il dépensait des fortunes en aides sexuelles et consultants médicaux étrangers. L'Espagne était devenue la risée de l'Europe, son déclin symbolisé par un dirigeant dont les échecs les plus intimes étaient devenus de notoriété. En 1829, après 10 ans de matrimoine clinique, Marie-Joseph accomplit ce que beaucoup avaient cru impossible. Elle tomba enceinte. La nouvelle envoya des ondes de choc à travers la cour espagnole et à travers l'Europe, où les correspondants diplomatiques bourdonnaient de spéculations sur la manière dont Ferdinand avait finalement surmonté ces obstacles anatomiques. Certains suggérèrent une intervention divine, d'autres créditèrent les avancées de la science médicale, tandis que les observateurs les plus cyniques chuchotaient au sujet d'infidélité et de succession illégitime. La réaction de Ferdinand à la grossesse fut un mélange d'euphorie et de terreur. Il engagea des gardes additionnels pour protéger Marie-Joseph, fit venir les meilleurs médecins de toute l'Europe et fit bénir ses chambres par chaque autorité religieuse de Madrid. Le désespoir du roi de protéger cette grossesse miraculeuse frôlait la folie alors qu'il se convainquit que des ennemis tenteraient de sabotager son héritier tant attendu par des moyens surnaturels ou scientifiques. La grossesse progressa normalement jusqu'au 7e mois quand Marie-Joseph commença à éprouver des complications que les médecins du palais peinèrent à comprendre. Les connaissances médicales modernes suggèrent qu'elle souffrait d'un décollement placentaire, une condition qui aurait pu être gérée avec des soins appropriés. Cependant, l'interférence de Ferdinand dans son traitement médical, son insistance à consulter des mystiques et des alchimistes aux côtés de médecins formés, créa un environnement chaotique qui rendit l'intervention efficace impossible. Le 18 mai 1829, Marie-Joseph entra en travail prématuré. L'accouchement fut une horreur qui traumatisa tous les présents, alors que Ferdinand insista pour superviser personnellement les procédures malgré son absence totale de connaissances médicales. Le bébé, une fille, vécut seulement quelques heures avant de succomber aux complications de la naissance prématurée. Marie-Joseph survécut à l'accouchement, mais ne retrouva jamais ses forces, mourant 3 semaines plus tard de ce que les médecins qualifièrent de fièvre puerpérale, mais qui était plus probablement une combinaison d'infection et de désespoir. La réaction de Ferdinand à cette double tragédie révéla l'effondrement complet de sa santé mentale.
Il refusa de permettre que les deux corps soient enterrés, insistant pour que les médecins de la cour continuent à tenter de ranimer la mère et l'enfant par des moyens de plus en plus bizarres. Pendant presque une semaine, le palais fut rempli de l'odeur de décomposition, alors que le roi niait la réalité de ses pertes et exigeait que son personnel médical effectue des résurrections impossibles. Lorsque Ferdinand accepta finalement que sa femme et sa fille étaient mortes, il tomba dans une dépression si profonde que les courtisans craignirent pour sa vie. Il cessa de manger, refusa de voir les conseillers, et passa ses journées à fixer les masques mortuaires qu'il avait commandés pour ses 3 épouses. Le roi était devenu un fantôme vivant, hantant son propre palais tandis que l'Espagne s'écroulait autour de lui. Mais le destin avait une dernière blague cruelle à jouer à Ferdinand VII. En 1829, à l'âge de 45 ans, le roi, qui avait passé des décennies incapable de produire un héritier vivant, se retrouva soudainement face à un 4e mariage inattendu. Ses conseillers, désespérés de fournir de la stabilité à un royaume en effondrement, avaient identifié Marie-Christine de Naples comme une mariée potentielle. Ce qu'ils ne dirent pas à Ferdinand jusqu'après la fin des négociations de mariage, c'est que Marie-Christine était déjà enceinte d'un autre homme lorsqu'elle arriva à Madrid. Le 4e mariage, conduit en 1829, fut une affaire farcesque qui ne trompa personne. Marie-Christine était visiblement enceinte lorsqu'elle marcha vers l'autel, portant un enfant qui ne pouvait possiblement être celui de Ferdinand. Le roi, cependant, était si désespéré d'avoir un héritier qu'il accepta volontiers cette tromperie évidente, convaincu que la providence divine avait finalement répondu à ses prières par des moyens non conventionnels. La naissance d'Isabelle II en 1830 aurait dû marquer le couronnement de la quête de succession de Ferdinand, mais devint plutôt la source de nouvelles angoisses. Le roi savait que l'enfant n'était pas biologiquement le sien, pourtant il devait maintenir la fiction de légitimité pour préserver sa dynastie. Sa relation avec Marie-Christine était construite sur une tromperie mutuelle. Elle prétendait le respecter tandis qu'il prétendait croire que son enfant était le sien. Les dernières années de Ferdinand furent marquées par le même dysfonctionnement sexuel qui avait défini toute sa vie adulte, mais maintenant avec le fardeau supplémentaire de maintenir une succession frauduleuse. Il continua ses tentatives désespérées d'intimité avec Marie-Christine, espérant produire un enfant qui serait réellement de son propre sang. Ces efforts, observés par la même parade de médecins et spécialistes qui avaient assisté à ses échecs précédents, devinrent encore plus pathétiques alors que son âge avançant rendait le succès de plus en plus improbable. La paranoïa qui consuma les dernières années de Ferdinand se manifesta de manière qui choquèrent même les courtisans cyniques qui avaient été témoins de décennies de folie royale. Le roi commença à conduire des inspections aléatoires des chambres de sa femme à toutes heures, faisant irruption à travers les portes avec des gardes armés pour surprendre Marie-Christine dans des actes imaginaires de trahison. Ces raids nocturnes terrifiaient les dames de compagnie de la reine, qui ne savaient jamais quand elles pourraient se retrouver face à face avec un monarque aux yeux fous brandissant des accusations de conspiration. L'obsession de Ferdinand pour la surveillance atteignit des proportions grotesques. Il fit percer des trous dans les murs entre ses chambres et celles de Marie-Christine, passant des heures à l'observer à travers ses espions rudimentaires comme quelques voyeurs d'aimants. Les domestiques du palais rapportèrent avoir vu l'œil du roi pressé contre ses ouvertures durant les moments les privés de sa femme. Lorsqu'elle allaitait leur fille, lorsqu'elle priait, lorsqu'elle était simplement assise en contemplation. La reine, consciente de cette observation constante, commença à se déplacer dans ses propres pièces comme une prisonnière, contrôlant soigneusement chaque geste et expression. Les rituels de dégustation de nourriture devinrent des cérémonies élaborées de suspicion qui pouvaient retarder les repas pendant des heures. Ferdinand insistait pour que non seulement chaque plat soit goûté, mais que les goûteurs attendent 30 minutes entre l'échantillonnage et le service pour s'assurer que tout poison à action lente prenne effet. Le roi observait ses domestiques infortunés avec l'intensité d'un faucon étudiant sa proie, scrutant leur visage pour tout signe de détresse qui pourrait indiquer une contamination. Plusieurs goûteurs s'effondrèrent d'épuisement nerveux sous ce regard constant, ce qui ne fit que renforcer la croyance de Ferdinand que des tentatives d'assassinat étaient imminentes. Marie-Christine, piégée dans cette toile de suspicion, commença à montrer des signes de la même détérioration psychologique qui avait emporté les épouses précédentes de Ferdinand. Ses lettres à sa famille à Naples, interceptées et lues par les espions du roi, révélaient une femme perdant lentement prise sur la santé mentale. Elle écrivait se sentir constamment observée, sursautant aux ombres, se trouvant incapable de faire confiance même à ses propres domestiques. La reine décrivait sa vie comme existant dans une cage de verre où chaque respiration est surveillée pour des signes de rébellion. La paranoïa du roi s'étendit au-delà de sa famille immédiate pour englober toute la structure de la cour. Il commença à faire tourner ses gardes personnels quotidiennement, convaincu qu'un service prolongé mènerait à la corruption par des agents ennemis. Les ministres du cabinet se retrouvèrent soumis à des tests de loyauté qui frôlaient l'absurde. Ferdinand faisait des déclarations contradictoires lors de réunions privées pour voir si les ministres le corrigeraient, interprétant toute contradiction comme preuve d'intention traîtresse. La cour espagnole, autrefois l'envie de l'Europe pour son étiquette sophistiquée et son raffinement culturel, dégénéra en un théâtre bizarre de surveillance mutuelle. Les courtisans apprirent à parler en langage codé, à éviter le contact visuel direct avec le roi et à se porter avec la neutralité prudente de diplomates en territoire ennemi.
Les conversations se conduisaient en murmures, les relations se formaient et se dissolvaient basées sur la loyauté perçue envers des factions concurrentes, et tout le monde comprenait qu'un mot imprudent pouvait résulter en emprisonnement ou exil. La relation de Ferdinand avec sa fille en bas âge, Isabelle, devint une autre source d'anxiété pathologique. Malgré le fait de savoir qu'elle n'était pas son enfant biologique, il l'aimait simultanément comme son héritière et la ressentait comme preuve de son échec sexuel. Le roi passait des heures à fixer le bébé, scrutant ses traits pour des signes de ressemblance avec lui-même ou avec d'éventuels pères. Il commanda à des artistes de créer des portraits détaillés d'Isabelle à divers stades de la petite enfance, comparant ces images à des peintures de lui-même et des anciens amants de Marie-Christine. La question de la paternité d'Isabelle tourmenta Ferdinand avec une intensité particulière car elle représentait le triomphe ultime de son dysfonctionnement sexuel. Voici un enfant qui hériterait de son trône précisément parce qu'il avait été incapable de produire une descendance légitime. L'ironie ne lui échappait pas que son plus grand succès politique, sécuriser la succession, était simultanément son échec personnel le plus profond. Cette contradiction le rongeait comme de l'acide, empoisonnant ses rares moments de bonheur avec sa fille. Ferdinand commença à consulter des généalogistes et des physionomistes, espérant trouver une preuve scientifique de la légitimité d'Isabelle qui apaiserait ses doutes. Ces experts, bien conscients de la nature dangereuse de leur tâche, fournirent des opinions soigneusement ambiguës qui pouvaient être interprétées comme soutenant quelle que soit la conclusion que le roi préférait. Leurs rapports écrits, préservés dans les archives du palais, révèlent la créativité désespérée de savants essayant de satisfaire une demande royale impossible tout en préservant leur propre vie. Les efforts du roi pour contrôler le comportement de sa femme devinrent de plus en plus élaborés et invasifs. Il assigna des domestiques spécifiques pour surveiller la correspondance de Marie-Christine, leur demandant de rapporter non seulement le contenu de ses lettres, mais aussi ses expressions faciales pendant qu'elle les écrivait. Ferdinand exigeait des comptes rendus détaillés des activités quotidiennes de la reine, incluant combien de temps elle passait en prière, quels livres elle lisait et avec quels courtisans elle parlait lors d'apparitions publiques. Les tentatives de Marie-Christine de maintenir un semblant de vie royale normale sous cette surveillance nécessitaient une force psychologique énorme. Elle apprit à compartimenter ses émotions, présentant un visage public serein tout en luttant privément avec la pression constante de l'observation. Son journal personnel, découvert des siècles plus tard caché derrière un faux mur dans ses chambres, révèle le tribut que cette surveillance prit sur sa santé mentale. Elle écrivait se sentir comme une actrice qui ne doit jamais briser son personnage, même dans mes rêves. Les implications internationales de la paranoïa de Ferdinand commencèrent à affecter les relations diplomatiques de l'Espagne. Les ambassadeurs étrangers rapportaient à leur gouvernement le comportement erratique du roi et l'instabilité de sa cour. Les négociations de mariage pour des alliances européennes stagnaient alors que des partenaires potentiels questionnaient si l'Espagne pouvait honorer des engagements à long terme sous un leadership si imprévisible. Le dysfonctionnement personnel de Ferdinand devenait une affaire de préoccupation internationale. L'obsession du roi de découvrir des complots d'assassinat le conduisit à voir des conspirations dans les activités les plus innocentes. Lorsque Marie-Christine demanda la permission de redécorer ses chambres, Ferdinand interpréta cela comme une tentative de créer des cachettes pour armes ou poisons. Lorsque des courtisans complimentaient l'apparence de la reine, le roi se demandait s'il n'utilisait pas un langage codé pour communiquer des messages traîtres. Même les observances religieuses devinrent suspectes. Ferdinand questionnait si les dévotions accrues de Marie-Christine étaient une piété genuine ou des communications secrètes avec des puissances catholiques étrangères. Le coût économique de la paranoïa de Ferdinand fut stupéfiant. La couronne dépensait des sommes énormes en mesures de sécurité, réseaux d'espionnage et enquêtes de loyauté, tandis que le trésor de l'Espagne se vidait et son peuple souffrait. Le roi commanda la construction de passages secrets à travers tout le palais, installa des systèmes d'alarme élaborés et maintint plusieurs ensembles de goûteurs de nourriture, gardes et domestiques pour s'assurer qu'aucun groupe unique ne pouvait coordonner contre lui. Ces dépenses drainèrent des ressources qui auraient pu être utilisées pour adresser la crise financière montante de l'Espagne. La santé de Ferdinand commença à se détériorer sous le stress constant de maintenir son état de surveillance. Les médecins du palais notèrent que le roi souffrait d'insomnie chronique, de problèmes digestifs et de ce qu'ils qualifiaient d'agitation nerveuse. Sa paranoïa avait créé une boucle de rétroaction où ses peurs généraient des comportements qui justifiaient plus de peur, le piégeant dans un cycle sans cesse croissant de suspicion et d'anxiété. Les relations du roi avec les membres restants de sa famille devinrent des victimes de son état mental en détérioration. Il commença à suspecter même ses plus proches parents de comploter contre lui, interprétant les interactions familiales normales comme des menaces potentielles. Les célébrations d'anniversaire devinrent des affaires tendues où Ferdinand scrutait les signes de conspiration dans l'arrangement des fleurs ou la sélection des cadeaux. Même son frère, Don Carlos, qu'il avait soutenu à travers les crises précédentes, se retrouva soumis à investigation et surveillance. Les efforts de Marie-Christine pour protéger leur fille de la paranoïa de Ferdinand devinrent une source de conflits additionnels. Le roi interpréta les instincts protecteurs de la reine comme preuve qu'elle préparait Isabelle à gouverner pour des puissances étrangères. Lorsque Marie-Christine demandait du temps privé avec sa fille, Ferdinand se demandait quelles idées traîtresses elle pourrait implanter dans l'esprit de l'enfant. Le simple acte de lien maternel devint un autre front dans la guerre imaginaire du roi contre la conspiration.
Les domestiques qui travaillaient le plus étroitement avec la famille royale se retrouvèrent dans des positions impossibles. On attendait d'eux qu'ils fournissent des rapports détaillés sur les activités de la reine tout en maintenant l'apparence d'un service loyal. Beaucoup développèrent des conditions nerveuses sous cette pression, créant un taux de roulement du personnel qui déstabilisa davantage la cour. Les nouveaux domestiques peu familiers avec les loyautés et attentes complexes de leur position déclenchaient souvent involontairement les suspicions de Ferdinand par des erreurs innocentes. Les tentatives de Ferdinand de découvrir la véritable identité du père d'Isabelle devinrent de plus en plus désespérées et invasives. Il fit compiler par des investigateurs des dossiers détaillés sur chaque homme qui avait interagi avec Marie-Christine durant son temps à Naples, cherchant des caractéristiques physiques qui pourraient correspondre aux traits de sa fille. Ces investigations s'étendirent à l'examen des dossiers médicaux de pères potentiels, leurs histoires familiales et même leur correspondance personnelle d'années avant la conception d'Isabelle. La chambre du roi devint un musée de ses échecs sexuels, rempli de portraits de ses épouses mortes, de dispositifs médicaux qui avaient échoué à résoudre ses problèmes anatomiques et de reliques religieuses qu'il espérait pourraient fournir une intervention divine pour son dysfonctionnement. Les visiteurs de ces chambres privées rapportaient une atmosphère de tristesse désespérée qui semblait s'accrocher aux murs comme de l'encens. Ferdinand conduisait des audiences depuis cet espace, entouré de rappels de ses échecs les plus intimes tout en discutant d'affaires d'État. La pression psychologique sur Marie-Christine s'intensifia alors que le comportement de Ferdinand devenait plus erratique. La reine commença à éprouver des symptômes physiques de stress, perte de cheveux, fluctuations de poids et tremblements qu'elle luttait à cacher lors d'apparitions publiques. Ces dames de compagnie notèrent qu'elle avait développé des habitudes nerveuses comme vérifier constamment par-dessus son épaule et sursauter aux sons inattendus. La paranoïa de Ferdinand atteignit son apogée bizarre en 1832 lorsqu'il devint convaincu que Marie-Christine tentait de l'empoisonner par contact intime. Le roi commença à exiger que sa femme se soumette à des examens médicaux avant toute interaction physique, cherchant des preuves de toxines qui pourraient être transmises par contact cutané. Ces examens, conduits par les médecins de la cour en présence de Ferdinand, représentèrent la dégradation finale de ce qui restait de leur relation conjugale. La communauté internationale observait la descente de l'Espagne dans la folie avec un mélange de fascination et d'horreur. La correspondance diplomatique de cette période révèle que les puissances européennes planifiaient activement l'éventuel effondrement du gouvernement de Ferdinand, reconnaissant que le dysfonctionnement personnel du roi rendait une gouvernance stable impossible. Certaines nations commencèrent secrètement à soutenir des mouvements d'indépendance régionaux au sein de l'Espagne, calculant que la fragmentation de l'Empire espagnol serait préférable à sa continuation sous un monarque instable. Alors que 1833 pointait, la santé physique de Ferdinand commença finalement à refléter les dommages psychologiques de son règne paranoïaque. Les médecins de la cour notèrent que le roi avait développé un tremblement persistant, des problèmes digestifs chroniques et ce qui semblait être les premiers signes de déclin cognitif. Ces discours devinrent des affaires décousues remplies d'accusations contre des ennemis sans nom et de références à des conspirations qui n'existaient que dans son imagination. La fin, quand elle vint, fut presque anticlimatique après des décennies de dysfonctionnement dramatique. Ferdinand commença simplement à s'éteindre, son corps succombant finalement au stress accumulé d'une vie passée à combattre sa propre anatomie et psychologie. Dans ces derniers jours, il dériva entre conscience et délire, parfois appelant ses épouses mortes et parfois émettant des ordres pour des investigations de complot qui n'avaient jamais existé. En 1833, Ferdinand atteignit finalement la paix qui lui avait échappé dans la vie par le simple expédit de la mort. La cause officielle fut listée comme goutte, mais les médecins du palais reconnurent privément que le roi était essentiellement mort d'épuisement. Épuisement physique, psychologique et spirituel causé par des décennies de frustration sexuelle et de paranoïa politique. L'autopsie de Ferdinand VII, conduite en secret par les mêmes médecins qui avaient passé des années à tenter de résoudre ces énigmes anatomiques, révéla l'étendue totale de la cruelle plaisanterie de la nature. Le membre du roi, préservé pour études médicales, mesurait un stupéfiant 35 cm de longueur et variait dramatiquement en circonférence de la base à l'extrémité, exactement comme les descriptions contemporaines l'avaient suggéré. Plus troublante fut la découverte de cicatrices internes et de déformations qui rendaient le fonctionnement sexuel normal essentiellement impossible, expliquant des décennies d'échecs et de frustration. Mais l'autopsie révéla également autre chose, des preuves d'automutilation délibérée remontant aux années adolescentes de Ferdinand. Le roi avait apparemment passé des décennies à tenter diverses formes d'autochirurgie, essayant de modifier son anatomie pour rendre l'intimité normale possible. Ces tentatives pathétiques d'autocorrection, conduites en secret avec quels que soient les outils qu'il pouvait acquérir, n'avaient fait qu'empirer sa condition tout en ajoutant des couches de traumatisme psychologique à ses anomalies physiques. L'organe préservé, accompagné de dessins médicaux détaillés et d'observations écrites, fut scellé dans les archives du Vatican où il demeure à ce jour. Les officiels de l'Église jugèrent le matériel trop troublant et trop politiquement sensible pour la connaissance publique, créant l'un des secrets d'État les plus bizarres de l'histoire.
Les érudits qui ont obtenu accès à ces matériaux les décrivent comme simultanément fascinants et profondément dérangeants, une fenêtre sur l'enfer privé d'un pouvoir absolu corrompu par le destin anatomique. La mort de Ferdinand marqua la fin d'une ère, mais son héritage vécut dans l'Espagne fracturée qu'il laissa derrière lui. Isabelle II, la fille pouvait ou non être son enfant biologique, hérita d'un royaume déchiré par la guerre civile, l'effondrement économique et l'humiliation internationale. L'empire espagnol qui avait autrefois dominé le monde fut réduit à une puissance européenne mineure, son déclin accéléré par des décennies de mauvaise gouvernance par un roi dont les obsessions personnelles avaient pris le pas sur le devoir public. L'histoire de Ferdinand VII sert de rappel que le pouvoir sans sagesse est dangereux, mais le pouvoir combiné au dysfonctionnement personnel peut être catastrophique. Son règne démontra comment les dommages psychologiques individuels peuvent métastaser en traumatisme national, comment la honte privée peut devenir un désastre public, et comment les échecs humains les plus intimes peuvent résonner à travers l'histoire avec des conséquences bien au-delà de leur portée originale. Peut-être plus tragiquement, l'histoire de Ferdinand révèle le coût humain de la monarchie absolue, où les problèmes personnels d'un seul homme pouvaient déterminer le destin de millions. Ses 3 épouses mortes, sa fille douteuse, ses sujets terrorisés et son royaume ruiné payèrent tout le prix d'une loterie génétique qui avait mal tourné des siècles avant qu'aucun d'entre eux ne soit né. Ferdinand fut à la fois perpétrateur et victime d'un système qui concentrait trop de pouvoir dans les mains d'individus qui étaient fondamentalement non préparés à le manier. Alors que ce médecin royal en 1834 complétait sa tâche sinistre de préserver l'héritage anatomique de Ferdinand, il dut réfléchir à la terrible ironie de sa situation. Voici la preuve physique d'un règne qui avait consumé tout ce qu'il touchait, épouse, enfants, sujets, et finalement le roi lui-même. L'organe préservé était plus qu'une curiosité médicale. C'était un monument au pouvoir destructeur de la honte, à la corruption de l'autorité sans contrôle et au gâchis tragique du potentiel humain. Au final, Ferdinand s'est atteignit une sorte d'immortalité, mais pas celle qu'il avait recherchée. Son nom vécut non comme celui d'un grand roi ou d'un dirigeant réussi, mais comme un récit d'avertissement sur les dangers de permettre au dysfonctionnement personnel de se déguiser en pouvoir politique. Son héritage anatomique, dissimulé dans les voûtes du Vatican, sert de rappel que certains secrets sont trop troublants pour que l'histoire les reconnaisse, trop humains pour que la légende les embrasse, et trop tragiques pour que le temps les guérisse. Les draps de soie qui avaient autrefois couvert son corps déformé couvraient maintenant un royaume également endommagé, également incapable de fonctionner comme la nature l'avait prévu. Ferdinand VII avait finalement trouvé la paix. Mais il avait laissé derrière lui une Espagne qui lutterait pendant des générations pour se remettre des désastres intimes de son règne troublé. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Quelles leçons tirez-vous de ce règne où l'intime et le politique se sont entremêlés jusqu'à la catastrophe? Pour plus de récits que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus. Car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent. Même quand elles révèlent que derrière les portraits dorés et les chroniques officielles se cachent des vies brisées, des corps torturés et des royaumes détruits par les faiblesses les plus humaines de ceux qui prétendaient régner par droit divin. L'histoire de Ferdinand VII n'est pas simplement celle d'un roi perverti. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsque le pouvoir absolu rencontre la fragilité humaine absolue. Lorsque les palais dorés deviennent des prisons. Lorsque les couronnes deviennent des malédictions. Et lorsque l'anatomie d'un seul homme devient le destin d'une nation entière. Les archives sont là. Les documents médicaux existent. Les lettres des épouses terrorisées ont survécu. Et quelque part dans les profondeurs du Vatican, préservées dans des fluides et scellées du regard du monde, se trouve la preuve physique que parfois, la vérité est plus étrange et plus horrible que n'importe quelle fiction que nous pourrions inventer. C'était Ferdinand VII, le roi dont l'anatomie a détruit l'Espagne. Le monarque dont la chambre à coucher est devenue un champ de bataille. L'homme dont l'héritage le plus durable n'est pas gravé dans le marbre ou la pierre, mais préservé dans l'alcool, caché aux yeux de l'histoire, témoignage silencieux d'un règne aussi déformé que le corps qui le dirigeait.